Et dans Penser la Révolution française reprend un caractère beaucoup plus unitaire. Et effectivement, l'opposition entre 89 et 93 est diminuée à l'intérieur du concept « la révolution », comme au fond le surgissement de la politique démocratique dans un pays qui l'ignorait. Et au contraire, la question de 89 est mise au centre. Et un des thèmes de Penser la Révolution, auquel je tiens beaucoup encore aujourd'hui, c'est précisément qu'il n'y a aucune cause de la Révolution qui explique sa grandeur, son caractère torrentiel, son importance, parce que une fois que l'événement a pris chair, a cristallisé, il échappe à toute causalité. Et que même l'idée de cause pour expliquer la Révolution française, j'aimerais mieux parler d'origine. Là, tu te retrouves pour bien montrer ce qu'a de neuf 89. Et le problème le plus important de la Révolution française et de l'historien de la Révolution française, c'est 89. C'est d'interpréter 89. L'autre problème, le rapport de 89 et 93, auquel je crois avoir contribué, me paraît plus simple à comprendre que le surgissement de 89. D'autant plus qu'en mettant l'accent sur la radicalité de 89, tu accentues la discontinuité du phénomène révolutionnaire et donc l'énigme. Et qui dit discontinuité dit qu'il n'y a pas de cause. Mais avant d'en passer à Penser la Révolution, qui est tout de même publié 13 ans après ce livre commun avec Denis Richet sur la Révolution, ce sujet, la Révolution, qui était une commande de librairie, va devenir peu à peu votre sujet à vous. Vous allez vous l'approprier. À quel moment le tournant est pris? Vous publiez en 1971 le Catéchisme révolutionnaire, qui est l'article par lequel, avec force, l'article canon, par lequel vous répondez à tous vos détracteurs. Est-ce que c'est cet article qui marque pour vous la rupture, l'appropriation du sujet? Non, la date, je l'ai tout à fait présente à l'esprit parce que je l'ai fait à Princeton. L'année où j'ai passé à l'Institut de Princeton, c'était la 69, j'ai lu Tocqueville. Je l'avais lu déjà, je connaissais même depuis le lycée. Mais je l'ai lu ligne à ligne, très attentivement, pour faire un long papier qui était destiné au mélange à rond sur l'Ancien Régime. J'ai relu aussi La démocratie, et c'est là que j'ai commencé à comprendre ce que je voulais faire. Et ensuite, il y a eu 71, c'est-à-dire il y a eu une polémique sur le livre qu'on avait fait avec Richet, qui m'a un peu exaspéré, qui venait de l'ensemble de l'Institut de la Révolution française. Mais est-ce que c'est simplement une polémique ou est-ce que dans cette réponse, vous commencez à construire ce qui va devenir votre nouveau système? Non, mais c'est surtout destructif. C'est surtout réactif. Je me souviens, j'étais en colère. Et en plus, il faut quand même s'imaginer, l'atmosphère était assez étouffante. C'est-à-dire, il y avait un dogmatisme régnant sur la Révolution française. On ne pouvait rien dire. On ne pouvait rien dire. Il y avait une sorte presque de police des esprits sur ce sujet-là. Les historiens conservateurs ne faisaient pas leur métier sur ce problème. Je ne sais pas pourquoi, pris par l'atmosphère consensuelle de l'université. Aucun historien conservateur n'a relevé les inconsistances de cette historiographie. Et il y avait une sorte presque de partage des zones, qui était un partage factuel. On laissait cette chaire comme une sorte de conservatoire marxiste. De conservatoire marxiste à la Sorbonne. Et personne ne disait rien. Et comme moi j'étais protégé, je n'avais aucun risque. D'ailleurs là, je le dois beaucoup quand même à Braudel, aux gens qui dirigeaient l'école. J'étais à l'abri, je n'avais rien à demander à personne. Ma carrière était faite. Et j'ai décidé de faire un article fort, polémique, au sens il fallait ouvrir l'abcès, avec le soutien des gens des Annales qui m'ont publié cet article dans leur revue. Ça prenait naturellement encore plus de force. Et c'est un article plutôt de destruction au marteau-piqueur qu'un article de finesse où je dis, dans ma première partie, il y a un sentiment ridicule d'identité de la gauche française et de la Révolution française. Ridicule parce que c'est le vieux sentiment, pas du tout ridicule, alors profond, matriciel de la source
de ce qu'est la gauche et ce qu'est la civilisation démocratique en France. Il n'y a pas d'autre moyen de la penser qu'à travers la Révolution. Mais la gauche française le pense à travers un intermédiaire qui est le plus improbable, qui est 1917, qui est octobre 17. Et c'est cette concaténation Révolution française 17 que je détruis comme une mythologie, en disant ça, c'est absurde, on ne peut rien comprendre. Il faut se souvenir que cette concaténation, elle n'affectait pas seulement à cette époque la Révolution française, qui était déjà étrange, mais même la Révolution anglaise, qui était lue à travers octobre 17 et la promotion de la bourgeoisie. Et même les révoltes populaires. Alors il y a un travail de déblayage. J'ai dit, il faut oublier 17 pour repartir sur la Révolution française, et même à partir de la tradition qui est née de la Révolution française, tradition historiographique, avant 17. C'est comme ça qu'est venue l'idée de réhabiliter le 19e. Dans la deuxième partie du catéchisme, Chauboul venait de publier un livre, ça tombait bien, qui m'offrait une sorte de cible. J'ai montré les incohérences, il me semble, de l'interprétation des causes de la Révolution et de son développement, pas à travers l'histoire sociale, où je traite de l'inexistence d'une bourgeoisie capitaliste, d'une période au contraire de grande prospérité pour la noblesse, de l'erreur qu'il y a à parler de féodalisme dans la France du XVIIIe siècle, du problème des droits féodaux. Enfin, je prends les grands problèmes qui sont considérés comme les origines de la révolution sociale, de la Révolution française, et je montre qu'aucun d'entre eux ne suffit et même ne commence à expliquer un phénomène de la force, de la brutalité, de la nature de la Révolution française. Et dans la troisième partie, j'amorce un nouveau type de question à travers la politique et l'idéologie.